marché et de stratégie d'investissement à présent avec Kevin Lenouel qui est à mes côtés en plateau, le directeur des investissements d'Avantgarde Investments. Bonjour Kevin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Quelques commentaires après la démonstration de Bastien Dreux chez CPR sur la manière dont le marché anticipe beaucoup plus vite que prévu une normalisation des politiques monétaires. Est-ce que c'est consistant avec les grandes idées que vous pouvez avoir chez Avantgarde Investment en termes de scénario macro? Et puis, je ne sais pas comment vous regardez la tenue du marché dans un contexte où les choses évoluent très vite quand même. C'est vrai que ces dernières semaines, elles sont très intéressantes, même le dernier trimestre d'ailleurs dans sa globalité. Pour nous, ça vient plutôt corroborer justement, comme vous le disiez, un scénario sur lequel on planchait depuis plusieurs mois maintenant quasiment, et un environnement aussi sur lequel on s'était préparé sur la crise sanitaire. L'idée, c'est quasiment que les dernières semaines, finalement, elles viennent raccrocher les wagons, entre guillemets, de ce qu'on s'était déjà dit sur ce plateau, à savoir un cycle qu'on attendait beaucoup plus court, beaucoup plus racé. Mais ce qui nous intéresse dorénavant, c'est que, disant cela, ça sous-tend évidemment des transitions qui soient elles-mêmes beaucoup plus brutales, un milieu de cycle potentiellement qui soit finalement précipité, et ce milieu de cycle qu'on attendait plutôt fin 2021, début 2022, fondamentalement on y est, ça a été redit justement, très justement par CPRAM, et donc on arrive aujourd'hui sur des niveaux qui ne sont pas des niveaux très surprenants en réalité, de notre point de vue. Donc le dernier trimestre, c'est un dernier trimestre sur lequel on n'a pas eu beaucoup de surprises, on s'engage justement de notre point de vue vers un changement de paradigme, entre guillemets, avec les présupposés qui y sont liés, à savoir évidemment un abandon progressif de ces croissances économiques qui étaient très fortes, qui étaient finalement à la hauteur de ce que l'on avait vécu comme crise sanitaire. Et on atterrit aujourd'hui finalement vers des croissances qui sont des croissances beaucoup plus normées, qui appellent à des accommodations beaucoup moins fortes de la part des banques centrales, et des données, potentiellement des datas qui nous parviennent de marché, qui sont en effet beaucoup plus illisibles, parfois décevantes, et qui en tout cas vont nourrir justement un brouillard investisseur important. Oui, c'est intéressant. Donc on arrive beaucoup plus vite que prévu en milieu de cycle, même si on avait l'idée d'un cycle beaucoup plus intense, très atypique par rapport aux autres. Comment vous regardez justement, alors c'est intéressant de décomposer peut-être la manière dont les agents économiques peuvent se comporter, quelles sont les interrogations des agents économiques dans cette phase un peu accélérée du cycle. Alors je parle bien sûr des ménages sur le plan de la consommation, des entreprises également sur le plan de l'investissement, et puis on peut mettre les investisseurs également dans cette grille d'analyse. Qu'est-ce que vous dites là pour chacun des acteurs, des agents économiques, Kevin? C'est vrai que c'est une décomposition qu'on apprécie, comme on décompose parfois un peu le PIB. On a cette décomposition souvent comme grande histoire finalement que l'on donne à nos investisseurs. Très clairement, ces trois agents, ils sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de prendre le pouls, en effet, un petit peu de l'économie, donc des marchés auxquels on va être confronté. Lorsqu'on regarde finalement le premier agent, les ménages, le sujet sur lequel on s'était nous-mêmes beaucoup entendu ces derniers mois, c'était évidemment celui d'un surplus d'épargne très important, d'un excès d'épargne finalement, vis-à-vis des niveaux pré-Covid. On parle aux États-Unis de 2500 milliards d'excès d'épargne finalement depuis le début de la crise, donc 10% d'un PIB quasiment. On est à 4%, 4 à 5% aujourd'hui en zone euro. Le point justement typiquement qui nous semble intéressant, si on veut tracer une grande ligne de ce côté-là, c'est qu'on semble arriver déjà sur un plateau finalement en termes de surplus et quasiment dans les prochains mois potentiellement à un point d'inflexion. Donc on pourrait passer très prochainement du côté d'une épargne finalement négative qui soit nette négative, donc on repart finalement à la dépense. Donc l'idée, on dépense plus qu'on épargne, c'est ce qui nous attend peut-être demain pour le consommateur américain. Exactement. Le point il est évidemment intéressant parce qu'il va nourrir la chaîne de production, il va nourrir évidemment l'offre, dont on va parler évidemment après. Le point qui est le plus critique ici, c'est évidemment celui de l'inflation, dont on a beaucoup parlé, parce que typiquement le risque d'une inflation, c'est de créer une demande qui soit une demande entre guillemets contrainte, une demande qui ne nous intéresse pas en tant qu'investisseur, parce que ce que l'on cherche, c'est de la demande d'investissement, c'est de la demande de consommation, donc c'est quelque chose qui soit beaucoup plus discrétionnaire et beaucoup plus constructif. Donc évidemment, si cette inflation, elle vient augmenter la demande en valeur et non pas en volume, ça n'a peu d'intérêt. Mais le point, me semble-t-il, si on veut tracer une ligne sur les prochains mois, c'est plutôt un aspect positif parce qu'on a encore une vraie réserve de croissance entre nos mains. Ouais, donc bon, ce socle de l'épargne qui disparaît pas aussi vite que prévu, mais Absolument. Ça reste quand même pour l'avenir quelque chose de positif en termes de consommation pour vous. Comment est-ce que vous analysez la situation des entreprises? C'est intéressant parce que là on est en pleine période de publication de résultats, les taux de marge sont très élevés, la reprise a été très forte pour la plupart des secteurs, il y a des secteurs qui restent encore fortement impactés. Maintenant, quel peut être le comportement des entreprises dans une situation de milieu de cycle
qui va nous amener à un moment vers une fin de cycle. C'est tout à fait ici, en effet, que se situe le point d'achoppement. C'est vraiment du côté des entreprises, du côté de l'offre. Vous l'avez dit, la demande est forte. On a noté une réserve de demande d'autant plus forte. Et on se retrouve aujourd'hui avec des goulets d'étranglement qui sont très importantes sur de nombreux segments. Les prix du fret, vous en avez largement parlé, les prix des intrants, évidemment. Donc on a cette goulée d'étranglement. On veut là aussi voir plutôt le côté positif. On sait que la transition est brutale de ce côté-là, mais on peut juger encore une fois que cette inflation, elle sera plutôt transitoire. Nous, on conserve justement ce scénario au sein de nos allocations et on va aujourd'hui miser finalement sur une sorte d'adaptation de la part des chaînes de production. Ça, c'est éminemment intéressant. Donc si on arrive à passer cette goulée d'étranglement, finalement, on pourra lever les doutes, et les doutes qui sont des doutes assez raisonnables aujourd'hui sur les croissances bénéficiaires, sur les marges, etc. Mais on a le sentiment justement qu'on pourra outrepasser cela. Ça nous semble intéressant. Encore une fois, le niveau des dépenses qui nous attend, ça peut être un niveau à 6 à 9 mois. L'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment de gérer cette goulée d'étranglement. Donc c'est un vrai exercice de style de la part des entreprises, mais on veut voir la ligne positive de ce côté-là. Ouais, bon. Et une fois qu'on a dit ça, pour les ménages, pour les entreprises, l'investisseur, il est dans une période un peu plus trouble aujourd'hui. Alors, trouble, ça veut dire volatilité sur les marchés, ça veut dire dispersion en termes de performance. Est-ce qu'à la fin, chez vous, ça veut dire opportunité Alors, c'est tout à fait ça. Si on regarde les investisseurs de manière très générale, il est clair que on a un brouillard aujourd'hui qui est assez fort. On a parlé tout à l'heure de données qui sont des données parfois assez illisibles, assez instables. Elles se retrouvent aujourd'hui chez les investisseurs. On a typiquement, je crois que c'était fin septembre, on avait des flux actions net vendeurs qui étaient parmi les plus importants depuis la crise sanitaire. Donc ça montre bien évidemment cet aspect un peu à fleur de peau de la part des investisseurs. Le point qui est intéressant chez eux aujourd'hui, c'est que certes on est risk-off, mais on sent malgré tout qu'il y a une anticipation aujourd'hui qui se forge sur les marchés financiers. Cette anticipation, elle va s'ancrer au fur et à mesure. Nous, typiquement, aujourd'hui, sur un effet de tapering, sur un effet de hausse de taux, typiquement aux États-Unis, on ne juge pas que l'exercice il soit très périlleux en tant que tel. Ce qui est périlleux, ça va être le timing de mise en place. Et ça va être là où les investisseurs vont devoir être rassurés, entre guillemets, par les autorités monétaires. Mais un tapering en tant que tel, il ne nous inquiète pas. On avait déjà évoqué cela au mois de mai, quand Robert Kaplan évoquait déjà cette fissure au sein du bord de la Fed. Bien globalement, aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est plutôt nous ce qu'on appelle l'effet ciseau. L'effet ciseau, il est terrible, il est très désagréable pour le marché. Si jamais vous avez un durcissement des conditions monétaires, évidemment, peut-être trop rapide, peut-être pas assez pragmatique, et à côté de ça, une déception sur les croissances. Là, typiquement, on se retrouve dans un effet qui est très désagréable. Ça peut nous rappeler des marchés quasiment comme 2018, où on avait une Fed qui était évidemment moins accommodante, c'est tout à fait normal, mais on avait une guerre commerciale qui s'enclenchait, des déceptions qui allaient de pair finalement avec cette guerre commerciale sur la croissance économique. Et là, le marché se retrouve pris en étau finalement entre deux eaux qui ne lui plaisent pas forcément. Mais on a là aussi le sentiment que ça peut être relativement bien géré. La communication jusqu'à Jackson Hole, elle était plutôt très bonne. Et même le revirement finalement de Jérôme Powell sur Jackson Hole n'a pas été très marquant finalement pour les marchés financiers en tant que tel. Non, j'allais dire so far so good. Quand on regarde encore une fois le niveau du S&P 500, si on prend un baromètre comme ça sur les marchés, on est à moins de 1% ou 1% des plus hauts historiques du S&P 500. Alors qu'on vient de raconter quand même qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, que l'état d'esprit est en train de changer, que la question de l'inflation se diffuse et implique peut-être des politiques monétaires moins restrictives plus rapidement que prévu. Le marché action, pour l'instant, tient très bien, Kevin. Absolument, mais en réalité, quand on trace encore une fois ce scénario, on peut regarder, nous, le message qu'on veut communiquer, c'est sachons raison garder, c'est potentiellement normal. Regardons 2004, typiquement pour voir un tel environnement. 2004 était dans cette forme-là. Et regardons par exemple 2013 sur un tapering. Sur un tapering de 2013, vous avez une annonce de Bernanke qui pousse les taux, je crois que c'était 1,80 jusqu'à 3% en un temps relativement court. À partir du moment où le tapering est officiel et posé sur la table par Bernanke, en fait, il est quasiment déjà commencé à cette période-là, les taux repartent vers 2,20 et on a une décrue. Donc aujourd'hui, il y a sûrement une adaptation investisseur qui est possible. C'est en tout cas le scénario qu'on veut tenir, c'est celui de la non-panique, globalement. Ouais. Et comment on organise les portefeuilles justement, alors pour éviter de paniquer au cas où la situation se corse, Kevin, parce qu'en gestion privée c'est quand même le but. C'est quoi l'équilibre? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des secteurs, des thèmes emblématiques aujourd'hui qui reflètent pour vous la situation dans les portefeuilles que vous gérez pour les clients? Le point, la grande ligne là-dessus, c'est qu'on reste prudent. On garde la prudence entre guillemets qu'on a depuis plusieurs mois, mais prudence ne veut pas dire vendeur. C'est certainement pas. Le point aujourd'hui, c'est de changer en effet nos allocations. On va enlever de la sensibilité en réalité dans nos portefeuilles. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'y active, notamment les positions à fort bêta. Elles commencent à quitter finalement nos portefeuilles. Et de la même manière, je dirais qu'on est aussi plus sélectif. Alors évidemment, on l'a toujours été.
c'est très clair. Mais un momentum de marché comme celui depuis le début d'année nous permettait finalement de passer sur certaines faiblesses de dossiers qu'on avait repérées parce que, on le sait, le marché était plutôt acheteur. Et la donc marée on pouvait montante, écarter quoi. ça. Exactement. Donc on en profitait. Là, on va devenir d'autant plus sélectif. On va enlever ce bêta de nos portefeuilles. On va être beaucoup plus opportuniste également sur la volatilité, parce que cette volatilité, elle nous donne les moyens de rentrer des beaux dossiers sur lesquels on n'arrivait pas forcément à se positionner ces derniers mois. Donc c'est intéressant. C'est quoi des valeurs de croissance, des valeurs défensives alors il faut essayer de trouver les meilleurs points d'entrée. Il y en a pas toujours beaucoup, mais c'est plutôt cet aspect-là que vous voulez privilégier aujourd'hui dans les allocations. Un thème qu'on avait déjà évoqué, mais qu'on conserve, qui va rester sûrement dans nos portefeuilles encore jusqu'à la fin de l'année, c'est le thème du pricing power. Ces sociétés qui ont finalement une élasticité à la demande qui est bien gérée, celles-ci, elles conservent nos faveurs en portefeuille, très clairement. Elles peuvent avoir une difficulté dans un marché volatile, sans aucun doute. Par contre, leur sensibilité est moins forte et surtout, on va se positionner dès à présent, certes sur les résultats du T3, mais sûrement sur les résultats du T4 qui nous intéressent entre guillemets, beaucoup plus fortement parce que c'est là où les inquiétudes d'inflation, elles vont être transparisées, très concrètement. Donc après, les secteurs en complément type santé, aujourd'hui, nous semblent tout à fait intéressants, notamment aux États-Unis. Et on conserve, entre guillemets, une poche un peu plus volatile, même si ces dernières semaines ne nous donnent pas forcément raison en termes de sensibilité, c'est la poche sur les financières américaines. Celle-ci, on l'apprécie, elle continue de très bien performer parce qu'on a un mouvement de taux qui certes est en train de s'épuiser, mais qui nous permet justement de jouer cette corrélation à la pontification. Merci beaucoup Kevin. Merci pour vos remarques, votre analyse de marché et les grandes décisions d'investissement que vous avez pu prendre pour le compte de vos clients. Et Kevin Lenoy, qui était à mes côtés en plateau, directeur des investissements chez Avantgarde Investments, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h bien sûr sur Bismart.